Je m'appelle Diane Holloway. J'ai 52 ans et pendant 30 ans, j'ai servi la marine américaine dans un rôle que ma propre famille n'a jamais vraiment considéré comme un vrai service. 30 ans à tout donner. Les prêts silencieux, les crises gérées dans l'ombre, cette fierté discrète qu'on ne m'a jamais rendue, et je me répétais que je n'avais pas besoin d'être reconnu. Puis un jour, dans un aéroport bondé, un Navy SEAL m'a barré le passage, m'a appelé « chéri » et a posé sa main sur mon bras. Et les hommes, dont le seul métier est de me garder en vie, ont répondu à sa place. Tout ce que j'avais ravalé pendant une existence entière a remonté à la surface d'un seul coup. Avez-vous déjà tout donné à des gens qui avaient décidé depuis longtemps que vous ne comptiez pas? Si c'est le cas, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-moi d'où vous écoutez. Et si vous avez déjà dû tenir debout dans votre propre dignité pendant qu'on vous sous-estimait en face, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous. L'aéroport était de ce genre d'endroit où la foule transforme les gens en mobilier. Je me tenais près d'un kiosque à café, dans un cardigan gris et des chaussures plates, une tasse en carton à la main que je ne voulais pas vraiment, les yeux posés sur un jeune marin en tenue de service qui aidait une vieille dame à hisser son sac sur le tapis de contrôle. Il le faisait avec une douceur qu'on réserve aux grands-mères, et personne autour d'eux ne s'en aperçut. Moi, si. J'ai passé ma vie entière à remarquer ce qui se passe dans les coins des pièces, ces petits gestes que les gens font quand ils croient que personne d'important ne regarde. C'est une habitude qui a permis à d'autres de rentrer chez eux vivants. Et elle m'a appris une vérité tranquille qu'il m'a fallu près de 40 ans pour accepter. Un uniforme dissimule autant qu'il révèle. Tout comme son absence. Pour comprendre la femme au cardigan, il faut remonter à une cuisine dans une petite ville portuaire, à une famille où la mère était une sorte d'évangile, et mon père en était le prédicateur. Il était maître principal dans la marine, et chez nous, ce titre pesait plus lourd que n'importe quel nom de saint. 26 ans de service, la plupart passés sous la ligne de flottaison, dans la chaleur et le vacarme des salles des machines, là où le travail laisse des marques sur les mains et l'ouïe d'un homme. Quand il prit sa retraite en 1992, il n'a pas vraiment quitté la marine. Il l'a ramenée à la maison et l'a installée en bout de table. Chacune de ces histoires avait le goût du sel. Chaque leçon qu'il transmettait venait envelopper dans le langage des coursives. Et chaque mesure qu'il appliquait aux êtres humains se résumait à une seule question, posée sans mots. Est-ce que tu as fait le vrai travail, celui qui laisse des traces, ou est-ce que tu t'es contenté de rester propre pendant que les autres le faisaient? Mon frère, lui, faisait le vrai travail, du moins celui que mon père savait reconnaître. Il avait 5 ans de plus que moi, et depuis l'enfance, il ne désirait qu'une chose, devenir l'homme que notre père était déjà. Il s'est engagé à 18 ans, et le soir où il est rentré pour la première fois en grande tenue, ma mère a préparé un rôti, et mon père a ouvert une bouteille qu'il gardait depuis avant ma naissance. J'avais 13 ans. Je me souviens d'être resté sur le seuil à les regarder, la main de mon père posée sur l'épaule de mon frère. Et j'ai compris, de la façon muette dont les enfants comprennent les choses, que c'était là le centre de la famille et que je l'observais depuis la périphérie. Je n'étais pas une enfant malheureuse. Je tiens à être précise là-dessus parce qu'il serait facile de raconter cette histoire comme si j'avais passé mon enfance à pleurer sur mon oreiller, et ce n'est pas ce qui s'est passé. J'étais une enfant attentive et têtue. Je rapportais des bulletins couverts des meilleures notes, et mon père les parcourait, hochait la tête, disait « bien ». Puis il demandait à mon frère comment marchait le navire. J'ai appris à ne pas avoir besoin de la fête. Je me le suis dit pendant très longtemps. C'est une chose qu'on peut se répéter des années entières avant de découvrir si c'est vrai. Ce qu'il y avait d'étrange dans tout cela, une chose que j'ai mis des décennies à nommer, c'est que j'ai aimé la marine à cause de lui. Pas malgré la façon dont il m'ignorait. À cause de lui. La mer était la seule langue que mon père parlait vraiment, et je voulais la parler aussi. Tellement que petite, je conservais chacune de ces lettres de déploiement dans une boîte à chaussures sous mon lit. Les nuits où la maison était silencieuse, je les sortais et j'en lissais les plis du pouce, relisant les courtes phrases abruptes qu'un homme écrit quand il est fatigué, loin de chez lui, et peu doué avec les mots. Je vous aime tous. Le travail est dur. Obéissez à votre mère.
Ces lettres étaient la chose la plus proche de la tendresse qu'il sut envoyer, et je les thésaurisais comme une avare. À 22 ans, fraîchement diplômé et sorti de la formation des officiers, je suis rentré annoncer à mes parents que j'avais été commissionné comme officier du renseignement. J'avais répété le discours pendant tout le trajet, comme on répète une nouvelle dont on est à la fois fier et effrayé. Ma mère m'a serré dans ses bras, a pleuré un peu, dit qu'elle avait toujours su que je ferais quelque chose de cette tête-là. Mon père a posé son café et m'a regardé un long moment. « Le renseignement », a-t-il dit. Il a retourné le mot comme s'il cherchait de la rouille dessous. « Tu vas faire la guerre depuis un fauteuil ?»« C'est plus que ça, ai-je répondu. »« Du travail d'espion ?» Il a repris son café. « Tu n'auras jamais les mains sales ?» Je n'ai pas discuté. J'avais déjà compris qu'argumenter avec mon père sur la forme du monde revenait à se disputer avec la marée. On pouvait lui crier dessus toute la nuit. Au matin, elle était exactement là où elle avait toujours été. Alors j'ai souri, j'ai laissé ma mère s'agiter autour de moi, et ce soir-là, dans ma chambre d'enfant, j'ai ressorti la boîte de ces lettres, et je les ai relues. Et je me suis fait une promesse. Je ferai le genre de travail qui compte, qu'on applaudisse ou non. Dans ma famille, la marine était une religion, et mon père en était le prêtre. Le problème, c'est qu'il ne reconnaissait qu'une seule forme de dévotion. Il croyait au travail visible, aux brûlures et aux cales, aux heures de mer inscrites dans un livret de service. Il ne croyait pas au travail qui se fait dans des pièces sans fenêtre, celui qui n'a pas de médaille qu'on soit autorisé à porter en public, celui dont tout l'objet est que personne ne sache jamais qu'il a été accompli. Il avait passé sa vie à maintenir un navire en état de marche pour qu'il puisse aller où on l'envoyait. Moi, je passerais la mienne à décider où ce navire devait aller, et pourquoi, et ce qu'il y trouverait. Pour lui, ce n'était pas la même marine. Il faudra un inconnu dans un aéroport, et beaucoup de distance, avant que je cesse d'avoir besoin qu'il comprenne que c'était la même. J'ai gardé la boîte à chaussures. Je l'ai encore. Une partie de moi a toujours su que ces lettres, et le manque qu'elles contenaient, était le vrai commencement de tout ce qui a suivi. Les années qui ont suivi n'ont pas changé la forme de ma famille. Elles l'ont seulement durcie. J'ai progressé comme on progresse dans une carrière qui se déroule surtout dans l'obscurité. Silencieusement, sur le papier, par des promotions qui n'avaient pas de défilé et des explications que je n'étais pas autorisé à donner. Mon frère Raymond a progressé lui aussi, comme on progresse sur les coursives, bruyamment, visiblement. Chaque nouveau galon, quelque chose qu'il pouvait porter à un barbecue et que tout le monde comprenait d'un coup d'œil. Il est devenu maître, et le jour de son épaulement, mon père a pleuré. La seule fois que je l'ai jamais vu le faire. J'étais au fond de la salle, j'applaudissais à m'en faire mal aux mains, et j'étais sincère. J'étais heureuse pour lui, je l'ai toujours été. C'est ce que les gens comprennent mal quand on parle d'être ignoré, ça ne rend pas amer envers celui qui est dans la lumière, ça rend simplement, durablement, fatigué. À 32 ans, j'avais atteint le grade de lieutenant-commandeur, et en avance sur ma cohorte, ce qui, dans mon monde, est ce qu'un dossier peut dire de plus éloquent sur vous. Je ne pouvais pas le dire à voix haute. À un barbecue cet été-là, ma mère a demandé comment allait le travail, et j'ai répondu seulement que ça s'était bien passé. Et Raymond, bière à la main, m'a souri de l'autre côté de la table de pique-nique. « Tu pousses encore du papier, Diane ? 20 ans de service, et je suis toujours incapable de dire à quiconque ce que tu fais vraiment. Ça doit être agréable, les horaires de bureau et la climatisation. » Les autres ont ri, de ce rire facile qu'on a en famille pour une blague qu'on connaît par cœur. J'ai ri aussi. Qu'aurait-on fait d'autre ? J'avais passé ce printemps-là sur un problème que je ne pourrais jamais leur décrire. Un problème dont la résolution avait permis à un certain nombre d'hommes de rentrer chez eux plutôt que de ne pas rentrer du tout. J'étais assise à cette table de pique-nique avec son poids encore sur moi et j'ai laissé mon frère appeler ça des horaires de bureau. Et j'ai passé la salade de pommes de terre. Il y a eu une victoire en particulier, l'année de mes 35 ans, que j'ai portée différemment des autres. J'étais l'officier de ciblage principal sur une opération visant à récupérer des personnes qui avaient été enlevées. Et pendant plusieurs jours, mon analyse était le fil dont on tout tenait. Quand ça s'est terminé comme on en avait besoin, un officier supérieur que je respectais a posé sa main sur mon épaule et m'a dit que beaucoup de familles dormiraient ce soir-là grâce à un travail que j'avais fait et qu'elles ne sauraient jamais mon nom. Et c'était le métier.
Je suis rentré de ce déploiement en voiture et une semaine plus tard, j'étais à la table de dîner de mes parents pendant qu'un cousin plaisantait sur les marins de bureau et sur le fait que la seule chose qu'ils aient jamais envoyée était un courriel. J'ai souri dans mon assiette. Je ne pouvais pas leur expliquer. La vérité ne m'appartenait pas. Elle appartenait aux hommes qui étaient rentrés et au travail qui les y avait conduits et à une classification de sécurité qui se moquait de mon besoin d'être vu par mon père. C'est ma mère qui me voyait. Elle n'avait rien de militaire, n'en avait jamais rien eu, mais elle avait une façon de regarder les gens qui passaient au-delà du titre pour atteindre le travail en dessous. Quand je rentrais épuisé d'une façon que je ne pouvais pas expliquer, elle ne demandait pas ce que j'avais fait. Elle préparait du thé et s'asseyait avec moi. Et d'une manière ou d'une autre, elle savait toujours quelle nuit le faire. Elle est morte quand j'avais 38 ans. Après l'enterrement, debout dans la cuisine où mon père m'avait dit pour la première fois que je ferais la guerre depuis un fauteuil, j'ai compris que la seule personne de ma famille qui m'avait jamais vraiment reconnu était partie et que le contrat entre nous tous venait de se réduire silencieusement à l'essentiel. Se montrer, assurer, n'attendre rien. Je suis devenue, ces années-là, celle que la famille appelait quand quelque chose devait être réglé. Quand le toit de mon père a lâché, c'est moi qui ai discrètement trouvé l'argent, et personne n'en a plus jamais parlé. Quand le mariage de Raymond a traversé sa période difficile, c'est moi qui ai pris l'avion pour aller m'asseoir avec lui à 2 heures du matin. Et il n'y a plus jamais fait allusion. Je ne ressentais pas de ressentiment face à ce rôle. J'y excellais, et être nécessaire est une forme d'appartenance, même quand ce n'est pas le genre qu'on voulait. Mais je remarquais, comme je remarque tout, que l'aide que j'apportais était celle d'une personne que la famille savait décider d'être capable, mais pas impressionnante, utile, mais pas remarquable. On me confierait le toit et la crise et le prêt. On ne me confierait pas leur fierté. Celle-là était réservée au travail qu'on pouvait voir. Pendant longtemps, j'ai cru que si je continuais simplement à être présente, à tout gérer, la reconnaissance s'accumulerait comme des intérêts et finirait par arriver. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Être présent pour des gens qui ont décidé de ne pas vous voir leur apprend simplement qu'ils peuvent continuer à ne pas vous voir tout en continuant à bénéficier de votre présence. J'ai appris cela lentement, à un coût réel, et c'est la seule chose de toute cette histoire que j'aurais voulu que quelqu'un me dise à 25 ans. C'est à peu près à cette époque que j'ai rencontré Patricia. La capitaine Patricia Langford. Encore commandante quand nos chemins se sont d'abord croisés, elle est devenue l'amie que les gens qui font ce travail trouvent soit un jour, soit s'en passent. Elle m'avait regardé avaler le mépris de ma famille pendant des années. Regarder me rétrécir à des tables où j'avais tous les droits d'occuper ma place. Et un soir, autour d'un mauvais café dans une salle de pause encore pire, elle a enfin dit la chose à voix haute. Tu continues à te justifier devant des gens qui ont rendu leur verdict avant le procès, m'a-t-elle dit. Tu pourrais décrocher la médaille d'honneur, ils te demanderaient d'aider à faire la vaisselle après. C'est ma famille, ai-je dit. Je sais, a-t-elle répondu, c'est pour ça que ça marche sur toi. Un étranger ne pourrait pas te faire ça, seulement les gens que tu veux encore impressionner. Je lui ai dit qu'elle avait tort. Elle n'avait pas tort. Ce soir-là, j'ai commencé un message à mon père. Un long, essayant de lui expliquer le travail que j'avais accompli à 35 ans, essayant de lui faire voir. Je l'ai écrit et réécrit, et quelque part après minuit, je l'ai relu, et j'ai compris que même si j'avais été autorisé à l'envoyer, ce que je n'étais pas, ça n'aurait rien changé. Ce n'était pas l'information qui lui manquait. C'était la volonté de me voir tel que j'étais. Alors j'ai tout effacé, mot par mot, verrouillé mon téléphone, et je me suis allongé dans le noir en me répétant, comme je me le répétais depuis mes 13 ans, que je n'en avais pas besoin. J'avais 41 ans. Je n'y croyais plus vraiment moi-même. À 52 ans, ce travail m'avait transformé en quelqu'un que ma jeune moi n'aurait pas reconnu, et il m'avait aussi offert quelque chose que je n'avais jamais demandé. Une ombre. L'unité que je dirige est du genre qui, quand les choses se passent bien, retire définitivement des individus dangereux de l'échiquier. Il y a quelques années, nous avons conclu un long travail contre un réseau qui transportait des armes, des personnes et de l'argent à travers les frontières, pour les clients les plus infâmes qui soient. Nous avons été méthodiques, nous avons été patients,
et quand c'était terminé, ceux qui avaient bâti ce réseau ont compris de la façon particulière dont ces gens-là comprennent les choses, exactement qui l'avait démantelé. Mon nom s'est retrouvé sur une liste. Pas une métaphore, une vraie liste, du genre qui vous vaut un dossier dans une agence fédérale et une conversation discrète au cours de laquelle on vous explique que lorsque vous voyagez, vous ne voyagerez plus seul. J'ai donc une protection rapprochée, 3 professionnels qui s'organisent autour de moi en public avec une désinvolture entièrement fabriquée. Des hommes et des femmes en costumes sombres ordinaires qui ressemblent aux comptables de n'importe qui, jusqu'au moment où ils ne le ressemblent plus. Le chef de mon détachement est un maître principal qui s'appelle Gerald Sutton. C'est le genre de marin que mon père aurait respecté d'instinct, toute économie de geste et yeux d'un calme absolu. Un homme qui a manifestement fait des choses dont il ne parlera jamais et qui traite ma protection comme un métier sérieux plutôt que comme une mission de babysitting. Il ne colle pas. Il ne bavarde pas. Il se trouve simplement toujours exactement là où la géométrie d'une pièce l'exige, et j'ai appris à faire confiance à cette géométrie avec ma vie. Le jour de l'aéroport, je voyageais entre un briefing que je ne peux pas décrire et une visite à mon père, ce qui est en soi une opération. J'étais délibérément invisible. C'est tout l'objet du cardigan, des chaussures plates et de la tasse en carton. Une femme qui ressemble à personne ne capte aucun regard, et ne capter aucun regard, c'est tout le travail quand votre nom figure sur une liste. Sutton et 2 de ses agents avançaient avec moi vers un couloir sécurisé en retrait du hall principal. Une porte discrète qui m'éloignerait de la foule. J'étais fatigué. Je pensais à savoir si l'escalier de mon père était devenu trop raide pour lui. J'étais, à tous les égards qui comptent, simplement une femme d'âge mûr traversant un aéroport, ce qui est exactement ce que le lieutenant-commandeur Brandon Whitfield a vu. Je ne connaissais pas encore son nom. Je voyais seulement un jeune homme, la mi-trentaine, bâti comme quelqu'un qui passe son temps libre à prouver qu'il l'est. Debout, avec 2 amis près de l'entrée du couloir. Il avait ce bruit particulier d'un homme en repos qui est certain de sa place dans le monde. J'ai appris plus tard qu'il était un SEAL, un bon, selon son dossier, avec le genre de réputation qui autorise un homme à croire que sa lecture d'une situation n'est jamais fausse. Il a vu une femme en cardigan dériver vers une porte où elle n'avait manifestement rien à faire, et il a décidé, avec la jovialité d'un homme qui ne s'est jamais trompé sur quiconque, d'en être le gardien. Il s'est planté dans mon chemin. Mauvais terminal, chérie. Il souriait, content de lui. Les portes commerciales sont par là. Je suis là où je dois être, ai-je dit. Calmement. J'ai dit des choses bien plus effrayantes dans des voix bien plus calmes. Il ne l'a pas entendu, ou il l'a entendu, et ça ne correspondait pas à l'image qu'il avait. Alors il l'a écarté. Il a dit « Circulez, madame ». Le sourire s'est aminci. Il n'avait pas l'habitude que les meubles répondent. Et puis, il a fait l'unique chose qui a transformé un moment ordinaire de certitude masculine en quelque chose qui le suivrait pour le reste de sa carrière. Il a tendu la main et posé la paume sur mon bras pour me guider, comme on redirige un inconnu perdu, comme on déplace un obstacle. Je veux que vous compreniez à quelle vitesse ce qui s'est passé ensuite s'est passé. Sutton et les 2 agents avaient lu la situation avant que Whitfield n'ait terminé sa première phrase. À l'instant où sa main s'est refermée sur mon bras, la géométrie a changé. Ils n'ont pas couru. Ils n'ont pas crié. Ils se sont simplement resserrés, 3 costumes sombres se repliant vers lui avec une rapidité qui n'avait aucune panique en elle, et en l'espace d'un souffle, il était encerclé, entouré, la main d'un des agents se posant ferme sur son épaule. Sutton a avancé d'un demi-pas, dans cette distance qui force l'attention totale d'un homme, qu'il le veuille ou non, et il a parlé sans hausser la voix d'un seul ton. « Monsieur, reculez de l'amiral. Maintenant. » J'ai rejoué ce moment de nombreuses fois, pas parce que j'en ai joui, bien que je ne prétendrai pas qu'il n'y avait rien en moi qui l'ait fait. Je le rejoue à cause de son visage. J'ai regardé la certitude quitter Whitfield d'un seul coup, comme l'eau s'écoule d'un évier quand on tire le bouchon. Sa main a quitté mon bras comme s'il avait touché une plaque chauffante. Ses yeux sont allés de Sutton à l'agent sur son épaule, puis à moi, et je l'ai regardé essayer de faire correspondre la femme au cardigan avec le mot amiral, échouer, puis réussir et blêmir.
Un des agents avait déjà sorti le petit étui en cuir qui règle ces questions, et il l'a tenu où Whitfield pouvait le voir. Et Whitfield l'a vu. Ses deux amis avaient cessé de rire. Ils avaient cessé de faire quoi que ce soit. Le bruit du hall, qui avait baissé dans mes oreilles, comme il le fait toujours quand quelque chose est sur le point de mal tourner, est revenu d'un coup. Il avait passé toute sa carrière à décider qui comptait. Il avait bâti une identité entière sur le fait d'être l'homme dans n'importe quelle pièce capable de voir, d'un coup d'œil, qui était dangereux et qui était du mobilier. Il n'avait pas une seule fois imaginé que la femme égarée au cardigan surclassait chaque homme du terminal, ni que les gens dont le travail tout entier est de la garder en vie traiteraient le contact de sa main exactement comme la menace qu'ils étaient entraînés à y voir. « Madame !» Les yeux de Sutton ne quittèrent pas Whitfield. « Ça va ?»« Ça va, maître principal, » ai-je dit. « Donnez-lui de l'espace. » Ils lui ont donné de l'espace. La main a quitté son épaule. L'anneau de costume s'est rouvert en quelque chose qu'un observateur aurait pu prendre pour de l'ordinaire. Et je me suis tenu un moment devant Whitfield, qui était passé de gardien à spécimen, le temps de regretter une phrase, et je n'ai pas jubilé, parce que j'avais appris depuis longtemps que la vérité n'a pas besoin d'aide pour atterrir. Le plus dur, lui ai-je dit tranquillement, ce ne sera pas les excuses, ce sera tout ce que vous ferez après. Puis, je me suis retourné et j'ai marché vers le couloir sans regarder en arrière. Et derrière moi, je sentais le silence là où sa certitude avait été. Le salon sécurisé était calme, beige, et sentait vaguement le café industriel. Je m'y suis assise avec les mains autour d'une nouvelle tasse en carton, et j'ai ressenti ce que je ressens toujours après un moment comme celui-là. Pas du triomphe, de l'épuisement. Cette fatigue particulière d'un corps qui s'était préparé à un combat qui n'est pas venu. Sutton se tenait près de la porte, me laissant l'espace qu'il sait si bien donner. Au bout d'un moment, sans tout à fait me regarder, il a dit « Madame, si vous souhaitez déposer une plainte, le rapport s'écrit tout seul. » Il a porté la main sur un officier général dans un terminal public devant des témoins. Ce n'est pas une zone grise. Je sais que ce n'en est pas une, ai-je dit. Pas encore, maître principal. Il a hoché la tête une fois et l'a laissé aller. C'est une autre chose que je lui fais confiance pour faire. Il me dit la vérité, puis il me laisse décider. J'ai appelé Patricia. Elle a décroché à la deuxième sonnerie et je lui ai tout raconté dans le langage raccourci qu'on a toutes les deux. Le barrage, la phrase, la main sur mon bras, les costumes qui se referment. Elle a gardé le silence un moment quand j'ai terminé, puis elle a ri, pas méchamment. Le rire de quelqu'un qui vous connaît depuis longtemps et peut voir la blague et la blessure en même temps. Je parie que tu es assise quelque part beige à te faire du souci pour lui. Je ne me fais pas de souci pour lui. Tu ressens quelque chose pour lui, je l'entends. Elle a sans laisser ça s'installer. Diane, tu comprends ce que c'était, n'est-ce pas? C'est la même main sur ton bras que tu as senti toute ta vie. Elle porte juste un trident cette fois, au lieu d'être assise en face de toi à la table du dîner. Je n'ai pas répondu tout de suite parce qu'elle avait mis le doigt exactement sur la chose autour de laquelle je tournais sans pouvoir la nommer. Le jeune homme dans le terminal n'avait rien inventé de nouveau. Il avait simplement donné un visage et une voix à la phrase la plus ancienne de ma vie. Celle qui dit « Tu n'es pas ce qu'il t'est permis d'être ». Celle que mon père avait prononcée avec son café à la main quand j'avais 22 ans. « Tu feras la guerre depuis un fauteuil. Circulez, madame ». C'était la même phrase. Ça l'avait toujours été. « Je ne veux pas sa carrière », ai-je finalement dit. « Je veux ce que je voulais depuis mes 15 ans. Je veux qu'on me regarde et qu'on me voie vraiment. Et aucune punition que je puisse infliger ne va me donner ça, parce que pour que ça compte, il faut que la reconnaissance soit réelle. »« Voilà », a dit Patricia doucement. « Alors qu'est-ce que tu vas faire ?» Ce que je savais au moment où j'ai raccroché, c'est que la décision n'était peut-être pas entièrement la mienne. Sutton avait passé un appel pendant que j'étais au téléphone, et quand j'ai levé les yeux, il m'a informé, avec son soin habituel, que le jeune homme s'appelait lieutenant-commandeur Brandon Whitfield, qu'il appartenait à un commandement dont je reconnaissais le nom et qu'un rapport d'incident remontait déjà 2 chaînes hiérarchiques différentes que je lève ou non le petit doigt. Un lieutenant-commandeur qui porte la main sur un amiral à 2 étoiles dans un aéroport public, ce n'est pas le genre de choses que l'institution laisse s'évaporer silencieusement, aussi clémente que soit la concernée.
La machine s'était mise en marche à l'instant où la main de l'agent avait touché son épaule. Je suis resté avec ça. J'ai regardé les avions par la fenêtre du salon, leur chorégraphie lente en quittant les portes, et j'ai pensé au fait que j'avais passé 30 ans à être invisible, et comment l'invisibilité avait cessé d'être une blessure quelque part en chemin pour devenir simplement la texture de ma vie, l'eau dans laquelle je nageais. Et voilà qu'enfin se présentait le contraire. Voilà un jeune homme qui allait maintenant passer beaucoup de temps à penser à moi, qu'il le veuille ou non. Et j'ai découvert, assise là, que je ne voulais pas qu'il pense à moi avec de la peur. La peur n'est qu'une autre façon de ne pas être vu. Je voulais qu'il comprenne. Il y a une différence entre punir et faire comprendre. Et cette différence est tout le sujet. Je suis resté là encore un moment avec cette idée, la retournant. Je revenais sans cesse à un souvenir que je n'avais pas revisité depuis des années. Quand j'étais commandante, peu après la mort de ma mère, j'avais été l'officier de traitement sur un problème qui avait remonté assez haut pour que je le présente à des gens dont les emplois du temps se mesurent en minutes. J'avais abattu le travail d'une douzaine de personnes pendant 3 semaines, dormi peut-être 4 heures par nuit, et quand tout s'était résolu proprement, j'étais rentré pour un long week-end, creuse et fier d'une façon que je ne pouvais pas montrer. Mon père m'avait accueilli à la porte et avait demandé, avant de demander quoi que ce soit d'autre, si j'avais eu des nouvelles de Raymond, dont le navire appareillait. J'ai dit que non. Il a hoché la tête et est retourné dans son fauteuil, et la conversation s'est poursuivie, et c'était tout. Je me souviens d'être resté dans l'entrée de la maison de mes parents avec 3 semaines d'un travail que personne ne saurait jamais encore vibrant dans mes os, à regarder mon père s'inquiéter pour mon frère, et à ressentir la solitude particulière d'être invisible pour la seule personne par qui on voulait le plus être vu. J'avais classé ce souvenir avec les autres. Maintenant, dans un salon d'aéroport beige, il remontait, et je comprenais que le jeune homme du terminal n'avait fait que rouvrir une porte qui n'avait jamais vraiment été fermée. La douleur était ancienne. Il n'était que la personne la plus récente à frapper dessus. Quand mon vol a finalement été appelé et que Sutton m'a accompagné dans la passerelle avec sa vigilance habituelle et décontractée, j'avais pris une décision, pas une punition. Un choix sur le genre d'officier que j'allais être quand la machine me présentait la nuque d'un jeune homme. La machine, à l'évidence, se souciait peu de ma clémence. J'ai donné ma déposition 2 jours plus tard, dans un petit bureau, à des gens dont le travail était d'assembler les faits en dossier. Je leur ai dit exactement ce qui s'était passé, ni plus ni moins, et quand ils ont demandé quel résultat je souhaitais, j'ai dit quelque chose qui a fait poser son stylo à l'homme le plus gradé dans la pièce. Je demande que cela soit traité au niveau le plus bas compatible avec une vraie responsabilité, ai-je dit. Il a besoin de comprendre ce qu'il a fait. Il n'a pas besoin d'être détruit pour ça, ce ne sont pas la même chose, et je souhaite que le dossier reflète que je connais la différence. C'est une chose étrange que de voir des gens se recalibrer autour de vous. Il s'était préparé à la colère d'un officier général, s'en était blindé, et j'avais remis de la retenue à la place, et la retenue est plus difficile à traiter parce qu'elle ne se classe pas aussi nettement. Mais les faits étaient faits. Il m'avait touché. Il y avait des témoins. Mon statut signifiait que le seuil de ce qui constitue un manquement grave était plus bas que pour un voyageur ordinaire, parce que les personnes autour de moi sont entraînées à traiter tout contact comme une menace, et un homme qui crée cette situation met en danger plus que ma dignité. Le processus suivrait donc son cours. Ma clémence pouvait en modeler le ton. Elle ne pouvait pas en arrêter le moteur. Le commandant de Whitfield m'a appelé l'après-midi suivant. Le commandant Warren Alcott, une voix qui portait 20 ans de responsabilité et pas l'ombre d'une excuse. Amiral, je ne vais pas vous insulter en cherchant des excuses pour lui. Il n'y en a pas. J'ai lu les dépositions. Je suis écœuré. Je l'apprécie, commandant, ai-je dit. Je veux être clair avec vous sur un point. Je ne cherche pas à le couler. Il y a eu une pause sur la ligne, la pause d'un homme qui s'était préparé à une conversation plus difficile. C'est plus de grâce qu'il n'en a mérité, madame. Probablement, ai-je dit. La grâce l'est généralement. C'est ce qui en fait de la grâce. Après que nous avons raccroché, un aide bien intentionné et protecteur m'a suggéré doucement que le chemin le plus simple serait peut-être de faire disparaître toute l'affaire, d'utiliser ma position
pour l'étouffer au motif que toute attention portée à un incident impliquant ma protection était une attention que je ne voulais pas diriger sur mon statut. Il n'avait pas tort sur le risque, mais j'ai dit non. Je n'allais pas cacher ce qui s'était passé, et je n'allais pas non plus le gonfler. J'avais passé ma vie entière à me faire dire de prendre moins de place. Je n'allais pas commencer à gérer ma propre vérité pour la ramener à une taille plus commode. Le pouvoir qui ne sait que punir n'est pas du pouvoir, c'est juste une version plus bruyante de ce qui vous a blessé. J'avais été du côté récepteur de cette version plus bruyante pendant 52 ans. Je savais exactement ce que ça faisait, et je n'allais pas le transmettre à quelqu'un d'autre. Même à un homme qui en avait mérité une partie. J'ai donc signé la déposition et choisi le chemin étroit. Ni laisser tomber, ni tout brûler. La route difficile entre les deux, dont la seule récompense est de pouvoir vivre avec soi-même après. Les conséquences pour Brandon Whitfield sont arrivées comme les conséquences arrivent dans la marine. Méticuleusement, sur papier, avec un poids qui n'a rien à voir avec le volume. Pas de spectacle public. Une mise en garde formelle, documentée. Une lettre qui siégerait dans son dossier, là où ceux qui décident de son avenir la verraient. Et un blocage sur une affectation qu'il avait ardemment souhaitée. Un créneau de formation qui ouvre une porte vers l'étape suivante d'une carrière, désormais fermée pour lui pour un cycle. Rien de tout ça ne l'a coulé, tout ça l'a marqué. Dans notre monde, une marque comme celle-là est une peine qu'on purge silencieusement pendant des années dans les petites salles où votre nom surgit et où quelqu'un dit « Ah oui, l'histoire de l'aéroport ». Mais la conséquence qui a compté ne figurait dans aucun de ces documents. Je l'ai apprise plus tard par bribes, par Alcott, et par quelque chose que Whitfield lui-même a finalement écrit. Dans le cadre du processus, on lui avait donné accès à un résumé non classifié du bilan de mon commandement. Le squelette public de ce que nous faisons, dépouillé de tout ce qui compte, mais suffisant pour en transmettre la forme. Il a lu la description du réseau que nous avions démantelé, la traite, les armes, les années de travail patient. Et enfoui dans la chronologie, dans le langage sec d'un bilan après coup, il a trouvé une date et une région qu'il reconnaissait parce qu'il y avait été. Un de ces déploiements, une période de mois qu'il se rappelait comme dangereuse, confuse et malgré tout survivable, avait été silencieusement façonnée par le travail de mes équipes. La raison pour laquelle un certain itinéraire avait cessé d'être tendu en embuscade. La raison pour laquelle un certain fournisseur de ce qui tue des hommes comme lui avait simplement disparu de l'échiquier. Il avait été au bénéfice de mon travail, sans le savoir, jamais. Exactement comme il s'était trompé sur la femme au cardigan sans le savoir, parce que toute la conception de ce que je fais est que les hommes qu'elle protège ne voient jamais la main qui les protège. Alcott m'a dit qu'il y avait eu une réunion, supervisée et consignée, au cours de laquelle Whitfield a demandé à me présenter ses excuses en personne. J'ai accepté. Je vous dirai honnêtement que je ne lui ai pas facilité les choses. Je ne me suis pas précipité avec l'absolution pour soulager mon propre malaise, comme on est tenté de le faire quand quelqu'un nous accorde enfin les excuses qu'on nous doit. Je l'ai laissé parler. J'ai laissé le silence s'installer après. Je l'ai fait exister un moment à l'intérieur de la pleine mesure de ce qu'il avait fait. Pas pour l'humilier, mais parce que des excuses qui ne coûtent rien n'apprennent rien. Et je n'avais pas traversé ce que j'avais traversé dans cet aéroport pour lui offrir une sortie bon marché. « Madame », a-t-il dit, et ce n'était plus l'homme du hall, toute la certitude brûlée. J'ai bâti toute ma vie sur ma capacité à reconnaître les gens dangereux d'une pièce, les plus durs, ceux qui comptent. J'avais tout à l'envers, j'ai toujours tout eu à l'envers. La plupart des gens aussi, ai-je dit. Vous avez eu la chance de le découvrir en public. Il a presque souri. Presque. Pourquoi ne m'avez-vous pas coulé? Vous le pouviez, tout le monde me répète que vous le pouviez. J'ai réfléchi à comment répondre honnêtement. Parce que j'ai passé toute ma carrière à être traité comme si je ne comptais pas par des gens qui étaient certains d'avoir raison, ai-je dit. Et j'ai décidé depuis longtemps que le jour où je commencerais à le faire à mon tour serait le jour où je deviendrais ce que je détestais. Vous n'avez pas le droit de faire ça de moi. Pas même vous. Il n'avait pas de réponse à ça, et il n'était pas censé en avoir. Il s'est levé quand je suis sorti de la salle, pas parce que le protocole l'exigeait, même si c'était le cas. Il s'est levé comme on se lève quand on comprend enfin ce que ça signifie.
pas performance, pas peur, mais simplement la reconnaissance d'une personne qu'on avait échoué à reconnaître. Le cadeau étrange dans tout ça, la chose que je n'avais pas prévue, fut ce que ça me fit à moi. Parce que voilà ce que j'ai réalisé en regardant ce jeune homme siéger dans les décombres de sa propre certitude. Il n'était pas un méchant. Il n'avait jamais été un méchant. Il était chaque voix qui m'avait jamais dit que je ne comptais pas, enfin doté d'un seul visage et forcé à s'asseoir en face de moi à une table. Et quand j'avais ce visage devant moi, quand j'avais les excuses que j'avais voulues sous une forme ou une autre toute ma vie, j'ai découvert qu'elle ne comblait pas le vide. Elgia l'effleurait à peine. La reconnaissance que j'avais attendue depuis mes 15 ans n'allait jamais venir d'un étranger, ni de mon frère, ni même, je commençais à le comprendre, de mon père. Si elle devait venir un jour, elle allait devoir venir de moi. J'avais passé 30 ans à attendre la permission d'être fier de ma propre vie. Personne n'allait jamais me l'accorder. J'allais devoir la prendre. Pendant quelques jours après cette réunion, je me suis retrouvé à me déplacer différemment dans mon commandement, à regarder mes propres gens comme Whitfield avait dit commencer à regarder les siens. L'analyste qui ne parle jamais en réunion, mais dont les notes de bas de page ont sauvé des opérations. L'officier de quart qui fait un travail irréprochable dans la même pièce sans fenêtre depuis 9 ans, sans qu'une seule personne, en dehors de la salle de veille, connaisse son nom. Je l'avais été autrefois, et quelque part dans l'ascension, j'avais commencé à oublier ce que ça leur coûtait. L'effacement quotidien, minuscule, de faire un travail que le monde est conçu pour ne jamais reconnaître. J'ai pris soin cette semaine-là de dire à 2 d'entre eux, clairement, que je voyais ce qu'ils faisaient et que ça comptait. Le regard sur leur visage était un miroir que je n'aimais pas entièrement. C'était mon propre visage à 35 ans, à 41 ans, attendant à une table des mots qui ne venaient jamais. Je ne pouvais pas me rendre ces années-là, mais je pouvais refuser d'être pour les gens qui travaillaient pour moi ce que ma famille avait été pour moi. Ça au moins était en mon pouvoir, et ça ne me coûtait rien que de l'attention, et j'avais honte que ça m'ait pris si longtemps pour la dépenser. Je suis rentré chez mon père 1 semaine plus tard, la visite qu'avait interrompu l'aéroport, et j'y allais en portant ce savoir comme une pierre dont je n'avais pas encore trouvé où la poser. Je n'avais pas prévu de lui parler de Whitfield. Ce n'était pas à lui de savoir, et de toute façon, je n'avais aucune foi que ça signifierait pour lui ce que ça signifiait pour moi. Mais la marine est un petit village à longue mémoire, et une version assainie de l'histoire avait déjà voyagé le long du réseau et atteint mon frère, qui était maintenant maître principal lui-même, et qui l'avait apporté à la table du dîner le premier soir de ma visite, avec l'air d'un homme tenant quelque chose qu'il n'arrivait pas à croire. « Alors j'ai entendu une histoire », a dit Raymond, en me regardant de biais. Il paraît qu'il y a eu un incident dans un aéroport. Un SEAL qui a posé les mains sur un officier général et son détachement a failli le passer à travers un mur. Il le disait comme il m'avait tout dit notre vie entière. Comme une mise en scène s'attendant à ce que je fasse ce que j'ai toujours fait, balayer ça, le réduire, en faire rien pour que la table reste confortable. Pour la première fois de ma vie, je ne l'ai pas réduit. C'est à peu près ça, ai-je dit. Ils ne l'ont pas passé à travers un mur. Ils l'ont encerclé et l'un d'eux a posé la main sur son épaule et mon maître principal lui a dit de reculer. C'était suffisant. Raymond a cligné des yeux. Ils ont encerclé un SEAL pour toi. Ils l'ont encerclé à cause de ce que je représente pour les gens que je protège, ai-je dit. Et parce que sa main sur mon bras a été lue par des hommes entraînés à la lire comme une menace pour ma vie. C'est la partie que personne à cette table n'a jamais comprise. Il y a des gens dans le monde qui voudraient vraiment me voir morte, Raymond, à cause d'un travail que j'ai fait depuis un fauteuil. La table s'est tue. Mon père, comme ces bueurs qui n'avaient presque rien dit, a posé sa fourchette. Et alors il m'a posé la question qu'il ne m'avait jamais posée en 30 ans. La question que j'avais cessé d'attendre depuis si longtemps que l'entendre maintenant ressemblait à entendre une langue que j'avais oublié parler. « C'est quoi exactement ?» a-t-il dit lentement. « Ce que tu fais vraiment. Je suis sérieux. Je veux savoir. » Alors je lui ai dit, autant que je suis autorisé à en dire, ce qui n'est pas grand-chose, mais plus que je n'en avais jamais offert, et plus qu'il n'en avait jamais voulu avant. Je lui ai parlé des salles et des patiences et des longues chasses qui se terminent sans médaille, qu'on soit autorisé à porter en public.
Je lui ai dit que j'avais passé ma carrière à décider où le navire devait aller et ce qu'il y trouverait, et que ce travail était la raison pour laquelle certains hommes rentraient chez eux. Je l'ai regardé écouter, vraiment écouter, son vieux visage d'ingénieur travaillant les informations comme il travaillait autrefois une pompe défaillante. Et quand j'ai eu terminé, il a gardé le silence un long moment. Il ne m'a pas fait de discours. Mon père n'en a jamais fait de sa vie. Il s'est levé de table, lentement avec ses genoux difficiles, et il est parti plusieurs minutes, et quand il est redescendu, il portait une boîte à chaussures, la sienne, pleine de lettres, celle que ma mère avait gardée, celle qu'il avait écrite de la mer 40 et 50 ans plus tôt. Je n'ai jamais su quoi écrire dans ces lettres-là, a-t-il dit en posant la boîte devant moi. Il s'avère que toi non plus, toutes ces nées. Années, ta mère m'a parlé de la boîte sous ton lit. Je n'ai jamais rien dit. Il s'est éclairci la gorge. Tu voudrais les avoir, les miennes, avec les tiennes ? Ce n'étaient pas des excuses, c'était tellement mieux que des excuses. C'était le premier silence honnête de nos vies. Deux personnes qui avaient passé des décennies à ne pas trouver les mots, finalement assises ensemble, avec la preuve qu'elles les avaient tous les deux, depuis le début, écrits. Je suis rentré dans mon commandement en portant quelque chose que je n'avais jamais porté, et il m'a fallu du temps pour comprendre ce que c'était. C'était un calme qui ne dépendait pas du calme des autres. Pendant 30 ans, j'étais entré dans les salles de briefing avec un poids invisible attaché dans le dos, le poids d'avoir besoin de prouver que j'y avais ma place. Ça façonnait tout, ma posture, la vitesse à laquelle je rassemblais mes arguments. Je ne savais pas que je le faisais. On ne sait jamais qu'on porte quelque chose jusqu'au jour où on le pose et où son corps remonte d'1 centimètre dans le soulagement. Je l'ai posé quelque part entre cet aéroport et cette table de dîner, et la chose étrange était que personne ne m'en avait donné la permission. J'avais simplement cessé de la demander, Patricia l'a remarqué avant moi. Nous sortions d'une longue session, le genre où l'on doit dire à des gens importants des choses qu'ils ne veulent pas entendre, et elle a calqué son pas au mien et a étudié mon visage avec la franchise d'une vieille amie. « Tu es différente », a-t-elle dit. « Là-dedans. Tu avais l'habitude de briefer comme si tu te défendais dans un procès dont personne ne t'avait averti, comme si chaque transparent devait aussi prouver que tu méritais de tenir la télécommande. » Elle a incliné la tête. « Là, tu venais de briefer. Tu as dit la chose et tu l'as laissée atterrir et tu n'as pas vérifié dans la salle si tu avais le droit de l'avoir dite. » Je n'avais pas remarqué, ai-je dit, ce qui était vrai. « C'est comme ça qu'on sait que c'est réel, » a-t-elle dit, quand on arrête de remarquer. Elle avait raison, comme elle l'a généralement. Quelque chose s'était desserré. J'avais passé toute ma carrière convaincu que si j'étais juste assez excellente, juste assez indéniable, la reconnaissance finirait par venir, et la douleur finirait par se refermer. Et ce que j'apprenais, lentement, à 52 ans, c'est que la reconnaissance n'est jamais ce qui referme la douleur. La douleur se referme quand on cesse de se tenir à la porte, à attendre que quelqu'un vienne vous dire que vous êtes autorisé à entrer. La porte n'a jamais été fermée à clé. J'avais simplement passé des décennies à être trop poli ou trop blessé pour la pousser moi-même. Une lettre de Whitfield est arrivée ce mois-là. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Je l'ai laissée sur mon bureau pendant un jour entier, cette enveloppe ordinaire avec une main soignée sur le devant, et j'ai essayé de déterminer ce que je ressentais à son sujet. Quand je l'ai finalement lu, c'était court. Il ne demandait rien. Il ne me demandait pas de lever le blocage sur son affectation, ni de passer un coup de fil, ni de lui accorder le pardon de manière officielle. Il écrivait qu'il avait beaucoup réfléchi à l'aéroport et au résumé qu'il avait lu, et au fait qu'il avait passé une carrière à croire qu'il pouvait voir tout l'échiquier alors qu'il ne voyait jamais que son coin. Il écrivait qu'il était désolé encore et qu'il n'attendait pas que se dire change quoi que ce soit, sinon d'être vrai. Et il écrivait une phrase qui est restée avec moi. Il disait qu'il avait commencé dans son propre commandement à faire attention aux gens qu'il avait l'habitude de dépasser, ceux qui font le travail qu'on ne voit pas, et qu'il n'avait pas réalisé combien ils étaient nombreux avant de commencer à les regarder. Je l'ai lu une fois, je ne l'ai pas relu. Je l'ai classé dans un tiroir, et j'ai remarqué en le refermant que je ne ressentais ni le chaud de la réconciliation, ni le froid de la rétention. Je me sentais simplement quitte. Je n'avais pas besoin de cette lettre, je n'avais pas besoin non plus de la refuser.
C'était quelque chose qu'un être avait envoyé dans le monde pour remettre sa propre conscience d'aplomb, et je pouvais le laisser être ça, sans en faire quelque chose qui me concernait. C'est ce que ça fait, je crois, d'être libéré de quelque chose. Pas le triomphe, pas la clôture avec un ruban dessus, juste le calme de ne plus avoir besoin que la chose signifie quoi que ce soit. Mon père m'a appelé 2 semaines après ça. Il ne m'avait jamais appelé de toute sa vie juste pour parler. Quand son nom est apparu sur mon téléphone, mon premier réflexe, vieux de plusieurs décennies, était l'alarme, parce qu'un appel de mon père avait toujours signifié des nouvelles, généralement mauvaises. J'ai répondu en me préparant au pire. « Il ne se passe rien », a-t-il dit avant que je puisse demander. Je lisais et j'ai pensé appeler, c'est tout. Nous avons parlé 20 minutes de rien. La météo chez lui, le bateau d'un voisin, si je dormais assez, ce que je ne faisais pas. C'était la conversation la plus ordinaire du monde, et elle m'a un peu défaite, assise là dans mon bureau, le téléphone contre l'oreille, parce que j'avais 52 ans et que c'était la première fois que mon père m'appelait simplement parce qu'il voulait entendre ma voix. J'avais passé ma vie entière à croire que si je réalisais assez, il finirait par se tourner vers moi. Et en fin de compte, ce n'est pas une réalisation qui l'a fait se retourner, c'est la vérité. Dite franchement, une fois à une table de dîner et une boîte de lettres, et l'arrivée lente d'un vieil homme au bout de ses certitudes. Je veux être prudente ici, parce que c'est la partie de l'histoire où il serait facile de tout lier trop proprement. Et la vie ne fonctionne pas comme ça, la famille non plus. Mon père n'est pas devenu un homme différent. Raymond n'a pas soudainement compris ma carrière. Les décennies d'être la négligée n'ont pas évaporé, parce qu'un cil avait saisi le bras de la mauvaise femme dans un aéroport. Le changement était plus petit que ça. Et parce qu'il était plus petit, il était réel. Une question posée, une boîte de lettres offerte, un appel téléphonique passé sans raison. Ce sont là les tailles réelles des choses qui nous guérissent, et nous les ratons constamment parce que nous guettons à la porte quelque chose de plus grand. Il y a une chose que j'ai faite pendant 30 ans sans jamais tout à fait me l'admettre. Je gardais une chaise vide à la table de ma propre vie. Je la réservais pour le moment où ma famille comprendrait enfin ce que j'étais, le moment où ils se retourneraient et me verraient et diraient « Voilà, elle était là depuis le début ». J'organisais tout autour de cette chaise vide. Je performais pour elle, je réalisais pour elle. Et quelque part dans les mois après l'aéroport, j'ai compris que cette chaise n'allait jamais être occupée par quelqu'un qui franchirait la porte, parce que cette chaise était la mienne. Elle l'avait toujours été. La personne que j'avais attendue tout ce temps, qui viendrait me reconnaître, c'était moi. Alors un soir, seul dans mon bureau, à la fin d'une longue journée, au figuré, je me suis assise dedans. J'ai fermé le dossier sur mon bureau. Le bâtiment était vide et silencieux autour de moi. Et pour une fois, le silence ne ressemblait pas à un verdict en suspens. Il ressemblait à une pièce où j'étais enfin autorisé à me reposer. Je ne savais pas, ce soir-là, exactement ce qui venait ensuite. Je savais seulement que j'avais arrêté d'auditionner. La question qui avait couru sous toute ma vie, serais-je jamais vu, s'était silencieusement transformée en une autre question. Une meilleure. Pas « est-ce qu'ils me verront ?» mais « qu'est-ce que je veux faire d'une vie que j'ai finalement accepté de voir moi-même ?» Des mois ont passé et la saison a tourné. Et pendant un congé, au début de l'été, je suis rentré chez mon père. Pas parce que quelque chose n'allait pas, et pas parce qu'il y avait une occasion, mais simplement parce que je le voulais. Ce seul fait était nouveau. Pendant la plus grande partie de ma vie, rentrer à la maison avait été un devoir que j'accomplissais et endurais. Cette fois, j'ai conduit sur les routes familières avec quelque chose de proche de la légèreté, et quand je me suis garé dans l'allée de mon père, il était déjà sur le porche, plus vieux à chaque fois que je le vois maintenant, mais souriant d'une façon à laquelle je m'habituais encore. Il voulait se promener. Il y a une jetée près de chez lui, un long doigt de bois vermoulu qui s'avance dans l'eau, là où il m'emmenait, quand j'étais petite, avant que j'aie appris tous les moyens par lesquels je ne mesurais pas. Il tenait ma main et nommait les bateaux qui rentraient au port, et me parlait des hommes à bord. Et pendant 1 heure, à la fois, j'étais son seul enfant, celui à qui il parlait, et j'avais aimé ces promenades avec une intensité que je n'avais jamais dite à personne. Nous n'avions pas marché sur cette jetée ensemble depuis 30 ans. Nous y marchions maintenant, lentement, parce que ses genoux n'étaient plus ce qu'ils avaient été.
Et les miens non plus, à dire vrai. L'eau faisait ce qu'elle fait en fin d'après-midi, passant du gris à quelque chose de plus doux, et des mouettes se disputaient autour d'un bateau de pêche qui rentrait. Un moment, nous n'avons pas parlé du tout. Nous n'en avions pas besoin. J'avais passé des décennies à redouter les silences entre mon père et moi, à les lire comme des jugements, des déceptions, toutes les choses qu'il ne disait pas. Ce silence n'était rien de tout ça. C'était simplement deux personnes qui avaient épuisé le besoin de se jouer la comédie, debout au bout d'une jetée, à regarder la lumière changer. « Je les ai relus », a-t-il dit finalement. « La boîte de ta mère, mes lettres, toutes. » Il gardait les yeux sur l'eau. 40 ans à vous dire à tous de bien vous tenir et à dire que le travail était dur, sans jamais réussir à dire ce que je voulais vraiment dire. Il s'est tu un moment. Je crois que j'ai passé toute ta vie à attendre que tu rentres d'une guerre que je reconnaîtrais. Une guerre avec de la boue dessus, de la fumée, quelque chose que je pouvais voir. Alors il s'est tourné vers moi et ses vieux yeux étaient à mouiller et il ne les a pas essuyés. Je n'ai jamais remarqué que tu y étais depuis le début. À une plus difficile, peut-être, le genre où on n'a même pas le droit de dire à qui que ce soit qu'on s'est battu. « Papa », ai-je commencé. « Laisse-moi finir, Diane, parce que je n'arriverai pas à le dire 2 fois. » Il a pris une inspiration. « J'avais tort pour le fauteuil. Tu te souviens ? La guerre depuis un fauteuil, j'ai dit, comme si c'était rien. » Il a secoué lentement la tête. « Il s'avère que toute la flotte était assise dans ce fauteuil avec toi sans le savoir. Chaque navire sur lequel j'ai servi, chaque homme qui est rentré chez lui, quelqu'un comme toi, était quelque part, dans une pièce en train de faire en sorte que ça arrive. J'ai passé 26 ans à être maintenu en vie par des gens que j'étais trop orgueilleux pour imaginer, et l'une d'elles s'est révélée être ma propre fille. J'ai reçu des décorations de gens dont vous reconnaîtriez les noms. Je me suis tenu dans des pièces où les personnes les plus puissantes du pays ont dit des choses sérieuses sur mon travail. Rien de tout ça n'a jamais atteint l'endroit que mon père a atteint debout, sur cette jetée, en prononçant enfin la seule phrase que j'avais voulu entendre depuis que j'étais une petite fille qui lissait ses lettres sous son lit. Je n'ai pas tout à fait pleuré. J'en étais proche. J'ai posé ma main sur son bras, le même bras qui avait tenu ma main sur la même jetée 40 ans plus tôt. Et j'ai dit la seule chose vraie qui restait à dire. Merci. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Juste ça. On a entendu des pas sur les planches derrière nous et c'était Raymond qui descendait de la maison pour nous rejoindre. Et j'ai attendu le vieux réflexe, la blague, la taquinerie, le diminutif confortable. Il n'est pas venu. Il s'est tenu avec nous à la rambarde, mon frère, cet homme que j'avais passé ma vie à aimer et avec lequel rivaliser sans jamais vraiment l'atteindre. Et il a regardé l'eau un moment, et alors il a dit quelque chose qui a réarrangé quelque chose dans ma poitrine. « Raconte-moi une histoire », a-t-il dit, « une que tu as le droit de raconter. Je m'en fous qu'elle soit petite, je veux juste... » Il a haussé les épaules, et pendant une seconde, il avait 18 ans à nouveau, et moi aussi, et toute l'architecture de qui était célébrée, et qui se tenait sur le seuil, s'est effondrée. Je réalise que je te connais depuis 50 ans, et que je t'ai jamais une seule fois demandé de me parler de ton travail comme si c'était intéressant. Parce que j'ai toujours cru que ça ne l'était pas. C'était de ma faute. Alors raconte-moi quelque chose. Alors je leur ai raconté une histoire, une petite, dépouillée de tout ce qui comptait et gardant tout ce qui était vrai, sur une longue traque et une équipe patiente et une bonne journée que personne ne lirait jamais dans aucun journal. Et mon frère a écouté comme j'avais voulu qu'il écoute depuis un demi-siècle. Et mon père se tenait entre nous les mains dans les poches, et le soleil a décliné sur l'eau et l'a teint en or, et j'ai pensé, voilà, c'est ça. Pas la révélation dans l'aéroport, pas le jeune homme blêmissant dans un anneau de costume sombre, ça. 2 marins de types différents et un vieux chef sur une jetée, dans la même marine enfin. Je veux vous dire quelque chose directement, maintenant, parce que si vous m'avez suivi jusqu'ici, je soupçonne que vous savez quelque chose de ce que je décris. Je soupçonne que vous avez été celui dans l'embrasure, celui dont le travail s'est passé là où personne ne regardait, celui qu'une famille, ou un employeur, ou une vie entière a décidé tôt que ça ne comptait pas vraiment, et qui a appris à se faire petit pour que la table reste confortable, et qui s'est dit, année après année, qu'il n'avait pas besoin d'être vu. Voilà ce que j'ai appris, et je l'ai appris à la dure. Laissez-moi vous le donner par le chemin court.
Les gens qui vous sous-estiment ne vous disent pas la vérité sur votre valeur. Ils vous disent la vérité sur les limites de leur imagination. C'est tout ce qu'une insulte est jamais. Quand cet homme m'a regardé dans le terminal et a vu une femme perdue dans un cardigan, il ne me décrivait pas. Il décrivait les murs de sa propre vision étroite du monde et le fait que je n'y rentrais pas. Mon père, pendant 50 ans, ne décrivait pas mon service en l'appelant un fauteuil. Il décrivait les bords de ce qu'il était capable d'imaginer. Rien de tout ça ne m'avait jamais concerné. Ça avait toujours concerné les limites des gens qui regardaient. Et le jour où vous comprenez ça, vraiment, là dans l'endroit où vous avez gardé la blessure, quelque chose se produit. Vous cessez d'auditionner. Vous cessez d'organiser toute votre vie autour d'une chaise vide, à attendre que quelqu'un entre et vous accorde la permission d'être fier de ce que vous avez construit. Vous réalisez que la permission a toujours été la vôtre à donner et que la reconnaissance dont vous mouriez de faim était un repas que vous aviez le droit de vous préparer depuis le début. Les applaudissements font du bien quand ils viennent enfin. Je ne prétendrai pas le contraire. Mais ce n'est pas la chose. Ça n'a jamais été la chose. La chose, c'est le calme qu'on ressent quand on n'en a plus besoin. Je suis toujours sur cette liste. Je voyage toujours avec Sutton et ses gens qui plient l'air autour de moi pour le rendre sûr. Mon père vieillit encore et l'escalier est encore raide et il y a des choses dans ma vie que j'emporterai dans ma tombe sans jamais avoir pu les expliquer aux gens que j'aime. Rien de tout ça n'a changé. Ce qui a changé, c'est moi. Je traverse maintenant les pièces sans ce poids, dans le dos. Je laisse les choses atterrir. Je m'assieds dans la chaise qui a toujours été la mienne. Si vous avez jamais été ignoré, rejeté, qu'on vous a dit de 100 petites façons que vous ne comptiez pas, j'espère que vous m'entendez. Leur incapacité à vous voir n'a jamais prouvé autre chose que l'étroitesse de ce qu'ils étaient capables d'imaginer. Vous n'avez plus à attendre à la porte. Vous pouvez la pousser ce soir. Elle n'a jamais été verrouillée. C'était seulement vous, poliment du mauvais côté, à attendre une permission qui vous avait toujours déjà appartenu. J'y suis resté 30 ans. Vous n'avez pas à y rester un jour de plus. Poussez la porte. La marine que je sers est pleine de gens qui ont fait le travail dans l'obscurité et qui ont appris, finalement, à cesser d'attendre sur le seuil de leur propre vie. Venez nous rejoindre. L'eau, je vous le promets, est dorée de l'autre côté. Si vous avez été celui que votre famille a décidé qui ne comptait pas, celui dont le travail s'est passé là où personne ne pouvait le voir, j'aimerais vous entendre. Avez-vous continué à attendre à la porte que quelqu'un vous reconnaisse enfin, comme je l'ai fait pendant 30 ans? Y a-t-il eu un moment précis, comme mon aéroport, où la vérité sur vous est sortie, que vous le vouliez ou non? Et avez-vous trouvé ce que j'ai trouvé? Que la permission que vous attendiez était toujours la vôtre à vous accorder? Dites-le moi dans les commentaires, parce que je les lis. Et si cette histoire a touché quelque chose en vous, abonnez-vous et restez un moment avec moi. Nous sommes toute une flotte silencieuse qui a cessé d'auditionner et vous avez votre place parmi nous.